Vous écoutez Discuter entre idées, épisode 6. C'est toujours Pépé au micro qui vient cette semaine encore une fois vous parler d'un sujet qui m'importe, que je trouve important dans le domaine du jeu de rôle. Des fois c'est des opinions, des fois c'est des conseils, des fois ça vaut de la merde, des fois ça peut valoir quelque chose, j'ose croire. Et cette semaine en fait, je viens vous discuter de quelque chose que ça faisait un bout de temps que ça me trottait en tête, voir si j'abordais cette question-là. Mais j'ai toujours un peu hésité, me disant que j'étais moi-même pas assez, on va dire, expert en la matière. Mais tout de même, j'ai finalement penché la balance vers le côté qui me laissait croire que je devrais vous en parler. Donc, je me lance. Je me lance un sujet que je trouve quand même important parce qu'il a pris énormément de place dans mon univers DMing. Et je parle ici, en fait, du combat. Là, je vais surtout rester spécifique plus à Donjon Dragon. Je vais expliquer pourquoi, en fait. Euh, auparavant, j'aimais pas du tout ce qu'on a en fait les combats quadrillés sur une map avec une division de déplacement ainsi que mettre l'emphase c'est sur un côté plus stratégique, calculer les distances et tout ça. J'étais vraiment beaucoup plus Theater of the Mind. J'avais joué à d'autres jeux qui étaient encore plus, on va dire, stratégiques, avec vraiment une surface de jeu, avec des distances à calculer et tout. Et ça a toujours été quelque chose de, on va dire, de très abstrait pour moi. J'ai toujours trouvé ça très difficile à comprendre, à maîtriser, à mettre en place, même en tant que joueur qu'en tant que DM, on va dire. Mais c'est pour ça que dans la majorité des jeux, et c'est pour ça aussi que je me suis un peu éloigné de Donjon Dragon pendant quelques années, parce que je mettais vraiment beaucoup plus l'emphase sur des jeux qui favorisaient justement le théâtre de l'esprit, quelque chose de plus, de moins cartésien, beaucoup plus dans la créativité pour expliquer un combat, que ce soit par exemple des jeux comme Dungeon World ou encore l'Appel de Cthulhu, où le combat n'est pas quelque chose, on va dire, de très stratégique, mais plus désespérant, on va dire ça comme ça. Mais par contre, c'est là que le point est important. Je me rends compte que j'ai évolué avec le temps. J'ai évolué avec le temps. J'ai trouvé on va dire, une belle stabilité avec la cinquième édition de Donjon Dragon, où je me suis découvert à apprécier plus le côté stratégique de la chose. On s'entend, Donjon Dragon 5e édition a été beaucoup plus simplifié que la quatrième et la troisième, côté, on va dire, stratégie, côté règles aussi. C'est un jeu qui est beaucoup plus facile à prendre en main, moins de chiffres, moins de calculs et tout ça. Et je pense que ça l'a fait pencher la balance de mon côté concernant mon plaisir que j'avais à vouloir mettre de l'avant des combats stratégiques. Et avec l'arrivée justement de, on va dire, ma maîtrise, si on veut, un peu plus du jeu, j'ai vraiment commencé à beaucoup apprécier ça. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup même, je dirais, à créer des environnements, à créer on va dire des changements de dernière seconde sur une map. Il y a du déplacement de terrain, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve beaucoup plus plaisant à faire et j'en viens à énormément apprécier, à mettre en place justement des stratégies variées avec des monstres qui viennent justement contrebalancer un peu la puissance des joueurs avec un contrôle peut-être un peu plus du terrain ou une quantité aussi mieux calculée aussi de créatures qui viennent affronter les joueurs. Je dirais pas que maintenant je ne jure que par ça, loin de là. Je trouve que j'ai trouvé un bel équilibre entre mon besoin de combat stratégique sur quadrillé et mon besoin aussi de partie plus théâtre de l'esprit. Et c'est pour ça que je focus surtout aujourd'hui sur Donjon Dragon, parce que je crois que Donjon Dragon est pour moi mon jeu où j'ai le plus de plaisir à mettre de l'avant, dans le fond, vraiment un combat quadrillé. C'est pour ça, dans le fond, que je pourrais vraiment parler précisément de Donjon Dragon 5e édition. À mesure que je le roule, à mesure qu'on connaît de plus en plus le système, à mesure qu'on maîtrise mieux les créatures, autant en tant que DM, en tant que joueur, faire rouler des rencontres, faire préparer des encounters avec des monstres, ça peut vraiment être un jet de dés hasardeux. Je ne vais pas faire de jeu de mots avec le fait qu'on lance des dés dans ce jeu-là, mais c'est que je trouve qu'il peut vraiment avoir des petits éléments qui viennent fortement contrebalancer la force en place entre les joueurs et les monstres. De temps en temps, autant j'ai vu des deux côtés, là, autant que tu te rends compte qu'un boss est absolument... une créature est absolument... autant que tu prends conscience qu'une créature est beaucoup trop forte pour ton party du joueur, autant que tu peux aussi
Surtout, cette situation-là va arriver vraiment souvent. Les joueurs ont créé une synergie puis, entre eux et ils connaissent et ils finissent par bien comprendre aussi le fonctionnement de leur personnage. Et des fois, ça peut devenir difficile de contrebalancer leur puissance. Ils deviennent vraiment très forts. Et ils deviennent aussi très stratégiques à l'utilisation de leurs capacités. Alors que parfois, tu penses que ta créature va être super puissante, mais finalement, elle va se faire démolir en dedans de un round. Parce que déjà, les joueurs peuvent avoir plus d'occasions de jouer, contrairement à elle qui ne va qu'agir une seule fois dans le tour. Donc, ce que j'aime beaucoup de Donjon Dragon, en soi, c'est que le jeu est. Et là, je suis sûr que beaucoup de personnes vont être en désaccord avec moi, mais je trouve que Donjon Dragon 5e édition est un jeu qui est très asymétrique, dans le sens que euh, les créatures, le DM, les règles du DM ne sont pas les mêmes que les règles des joueurs. Les créatures que le DM contrôle ne fonctionnent pas de la même manière que, dans le fond, les personnages joueurs. Et je trouve ça absolument parfait comme ça. Je pense que c'est peut-être un gros point qui m'a un peu découragé à rendre des combats stratégiques au courant des éditions précédentes. C'est que, par exemple, à la troisième, je m'en souviens bien, les créatures ont des stat blocks qui sont autant développés que les joueurs. Et ça en devient vraiment, ou même des fois plus, et ça en devient vraiment très casse-tête à gérer. Et je suis vraiment un grand défenseur de la symétrie en jeu de rôle pour justement faciliter en fait la prise en main d'un combat par le DM qui doit gérer plusieurs créatures en même temps. Et je trouve ça plus facile, je trouve ça plus logique. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Je sais que beaucoup de personnes apprécient énormément le concept qu'il y a une symétrie qui se fait entre, si on veut, les créatures que vous allez affronter et vous. Il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent ainsi. Quelques jeux les premiers jeux, surtout de Mutant Year Zero, fonctionnent comme ça. Le jeu de rôle de Game of Thrones aussi fonctionne comme ça. Les éditions précédentes de Donjon Dragon, je pense que il y en a quelques-uns comme ça. Et en soi, je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise chose, sauf que dans un jeu comme Donjon Dragon où les calculs vont à la hausse et que parfois les combats peuvent s'échelonner sur plusieurs rounds, ça peut rendre la situation vraiment compliquée à gérer. Donc la symétrie est vraiment plaisante et pour ça que je trouve ça plus facile de pouvoir gérer en fait les monstres en, qui fonctionnent de manière différente que les joueurs. Et c'est pour ça que je vais embarquer en fait dans les règles de Action Oriented Monster de Matthew Colville. Et là, on s'entend, j'embarque dans des règles qui ne sont pas officielles à Donjon Dragon. Donc, si vous n'êtes pas amoureux du homebrew, vous pouvez passer votre chemin ou écouter ce que j'ai à vous parler. Vous allez peut-être trouver ça intéressant. En fait, avant toute chose, Matthew Colville, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne YouTube. C'est un YouTuber rôliste, un DM qui en a vraiment beaucoup dans sa manche et qui est très talentueux pour s'approprier les règles de Donjon Dragon et, on va dire, rajouter sa propre sauce personnelle au travers de ça, là, afin de personnaliser un peu qu'est-ce qui peut s'offrir à lui. Et dans le fond, lui, il y a une règle qu'il a incorporée. C'est plus qu'une règle, à la limite, c'est même plusieurs règles qu'il a incorporées, qui a nommé en fait le Action Oriented Monster, qui, dans le fond, va permettre, si on veut, aux créatures, lors d'un combat, d'être un peu plus dynamiques, d'avoir un peu plus d'effets que les joueurs ne vont pas nécessairement s'attendre, qui va peut-être surprendre et qui va être plus réactif aussi aux actions que va poser les joueurs. Et là, on s'entend, je parle pas nécessairement de builder un monstre, de construire un monstre à la base et de construire de A à Z en inventant de plein gré toutes ses stats et tout. Non, c'est vraiment de reprendre par exemple un monstre et de le changer un petit peu, de le modifier afin de le rendre plus intéressant, afin de le rendre justement un peu plus proactif dans un combat, qui fasse pas juste nécessairement donner un coup à son tour et ça se limite là. Et lui, son but vraiment là-dedans, c'est de vouloir contrebalancer cette espèce de puissance de feu que donnent les joueurs à mesure qu'ils augmentent, sans nécessairement créer quelque chose on va dire, de surpuissant. Ça va juste être quelque chose qui va devoir forcer les joueurs un peu plus des fois à se creuser les méninges ou à devoir réajuster leur approche face à une créature. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples en ligne que vous pouvez voir concernant, on va dire, la prise en main d'un monstre qui a été modifié selon cette règle-là.
Et de deux, par exemple, que j'ai gardé en tête pour être sûr de pouvoir un peu vous montrer des exemples, il y a un golem de pierre ainsi qu'une espèce d'ours enragé. Dans le fond, c'est bien simple. En fait, c'est quand même vraiment simple, mais c'est très efficace. Parce que vous savez, dans Donjon Dragon, vous avez des actions, vous avez des bonus actions, vous avez des réactions. Il se conseille souvent lorsque c'est le temps ça va être de rajouter, en fait, des actions, des bonus actions et des réactions pour commencer à cette créature-là. Également, chose que j'ai pas nommée, c'est important de se dire que vous n'avez pas besoin de le faire à outrance, c'est pas de le faire sur absolument tous les monstres que les joueurs vont rencontrer. Ça serait de le faire sur un boss d'une gang de monstres, là. Mettons un chef gobelin qui aurait quelque chose de plus que ses sous-fifres, ou également un boss, vraiment un monstre qui va plus y aller solo. Et le but ici, c'est de vraiment justement empêcher les joueurs d'aller en mode, ce que Mathieu dit dans son vidéo par exemple, c'est d'aller en mode Nova, c'est-à-dire de vider absolument tout ce qu'ils ont sur eux, en sachant qu'il va pas avoir d'autres combats au courant de la journée, pour être sûr de bien démolir le monstre qui se trouve devant eux. Et là, par exemple, ça va être de rajouter justement des actions, des bonus actions et des réactions à ces monstres-là, afin que ceux-ci puissent agir un peu plus durant le tour. Par exemple, dans l'exemple de l'ours qui est mentionné, que j'ai vu sur Internet, il disait dans le fond que les attaques de base de l'ours, ça va être de griffer et de mordre, mais il va y avoir une action qui va être ajoutée, qui va être, dans le fond, pour pallier, si on veut, à sa mobilité réduite. C'est un ours, ça ne va pas nécessairement se battre à distance. Donc l'action qui a été rajoutée, ça a été une espèce de climb qui lui permet de se déplacer puis de grimper un arbre pour pouvoir, dans le fond, éviter des attaques. Ça change pas, dans le fond, l'issue du combat, ça change pas le niveau de difficulté en soi, ça fait juste rajouter une petite twist qui vient, si on veut, contrebalancer les habitudes plus stratégiques des joueurs. En bonus action, ça va être de rajouter en fait des actions qui sont de logique, une suite logique, avec les attaques de base, qui vont dans le fond donner justement un peu plus de fil de retordre et qui vont permettre aux joueurs de vraiment pas vraiment s'attendre à quoi la créature va faire, puisque souvent dans les exemples que je vois, la bonus action, il y en a par exemple 2, fait qu'il va tout le temps avoir, si on veut, 1 ou 2 choix que la créature va pouvoir avoir et qu'elle va pouvoir faire au cours de son tour, qui va aller de pair avec une de ses actions de base, qui va comme dans le fond lui donner un certain bonus si bien sûr les deux actions sont réussies, ou qui va lui donner l'avantage dans la situation présente si les deux actions sont réussies. Et encore une fois, là, rien de vraiment très compliqué, ça n'a pas besoin d'être complexe, là, j'ai juste besoin d'aller on va dire d'aller dans une suite logique, en quelque sorte, et je vous conseille fortement d'aller voir sur Internet le nombre, il y en a vraiment, vraiment beaucoup de action-oriented monsters qui peuvent, dans le fond, vous donner de très bonnes idées. Et après ça, il y a, dans le fond, bien sûr, les réactions. On s'entend, des monstres qui ont des réactions, ça se voit très peu. Les réactions qu'on connaît les plus, c'est vraiment celles, dans le fond, d'avoir une attaque d'opportunité parce que quelqu'un passe à côté de toi. Encore une fois, il conseille de vraiment seulement en donner 2, parce que plus que ça devient vraiment difficile à gérer. Ça permet au final au monstre de pouvoir agir lorsque c'est pas son tour, qui peut vraiment être très cool lorsque dans le fond, il se retrouve seul contre un regroupement d'aventuriers. Par exemple, l'exemple du action-oriented Stone Golem, le golem de pierre que j'ai vu. Sa réaction, dans le fond, ça s'appelle Retreat and Regroup. Ça permet, dans le fond, de pouvoir s'enfuir si, mettons, il est flanqué, sans pouvoir, dans le fond, offrir les attaques d'opportunité. Et tu sais, on s'entend, encore une fois, il peut le faire juste une fois, il y a juste une réaction par tour. Et finalement, on va dire l'espèce de cœur de ce qu'on dit le action-oriented monster, c'est dans le fond ce qu'il appelle une action de vilain, une villain action en anglais. C'est vraiment c'est la nouvelle partie dans la conception du monstre. C'est des espèces d'actions de méchants qui vont se produire à différents moments dans leur round, souvent à la fin d'un tour, à la fin d'un round en quelque sorte. Et ça va être un peu à la même manière que des actions légendaires, dans le sens que ça va être, vous vous rappelez, les créatures qui sont souvent très fortes vont avoir des actions légendaires qui leur permettent de pouvoir agir de manière légendaire, justement dans un combat, et de pouvoir attaquer par surprise quelqu'un avec sa queue, alors que c'est pas du tout, ou avec ses griffes, alors que c'est pas du tout son tour. Et bien c'est un peu le même concept, sauf qu'au lieu d'offrir comme une multitude de choix, c'est de seulement se dire, par exemple, que il y a
en moyenne, un combat de Donjon Dragon va durer, selon ce qui est trouvable sur Internet, les exemples qui sont donnés, un combat avec un groupe d'aventuriers puis un monstre va durer environ 3 rounds. Parfois 5, mais là, on va dire une moyenne de combat, c'est un 3 gros rounds bien complet, là, où est-ce que tout se fait dans ce concept, plus une moyenne. Donc, ça serait de prévoir, en fait, 3 actions de vilain pour les 3 rounds de combat. C'est qu'à la fin de chaque round, le vilain, la créature, le boss, que ce soit un monstre solo ou le boss d'un regroupement de méchants, va enclencher, en fait, une de sa première action, qui est, dans le fond, l'action de vilain qui va s'enclencher à la fin du premier round. Et à la fin du deuxième round, il va y avoir une autre action de vilain qui va s'enclencher. Et à la fin du troisième round, une autre action de vilain qui va s'enclencher. Les 3 ne sont pas pareils, les 3 vont être différentes. Et les 3 vont, dans le fond, apporter, si on veut, encore une fois, une dynamique. L'exemple que j'ai ici, c'est le golem de pierre, qui, dans le fond, sa première action de vilain, ça s'appelle Spray and Pray. Ça lui permet, en fait, de tirer, en fait, des espèces de gros rochers dans un 60 foot de radius. Puis n'importe qui est dans ce 60 foot-là, dans ce 60 pieds-là, doit faire un Dexterity Saving Throw, ou manger, dans le fond, des dommages contondants de pierre qui lui tombent dessus. Ça, c'est, dans le fond, c'est une action qu'il va faire à la fin, en fait, si on veut, du premier round. D'ici la fin du premier round, c'est son action de vilain qui va s'enclencher. Puis là, par exemple, au deuxième round, l'action de vilain du golem de pierre, ça s'appelle Analyze and Overcome. Excusez-moi mon anglais. Analyze and Overcome. Où est-ce que, dans le fond, ça va permettre, dans le fond, au golem de trouver le combattant qui est le plus dangereux, puis il va focusser ses attaques dessus. En fond, ça veut dire que pour ce tour-ci, le golem va avoir avantage sur les attaques envers cette créature précise. Puis finalement, par exemple, encore une fois, le golem de pierre, lors de son troisième round, son action de vilain s'appelle Blaze of Glory. Ça veut dire qu'il s'est marqué que si, exemple, la construction est réduite à 30 points de vie ou moins, le golem essaye, dans le fond, de s'auto-détruire, d'exploser, faisant des dommages à tout le monde. Où est-ce que tout le monde doit faire, dans le fond, des Dexterity Saving Throw ou manger des dommages de feu. Et voyez-vous que celui-là a vraiment été conçu pour durer à peu près 3 rounds dans le concept où est-ce qu'il y a eu 3 actions de vilain. Puis la troisième, ben, c'est que ça prend en considération que le monstre lui reste très peu de points de vie, donc il va probablement mourir. Donc c'est vraiment ça, en fait, le concept de villain action, de l'action Rented Monster, c'est de lui offrir plus de capacités au courant de son combat, un peu plus de bonus action, un peu plus de réaction. Ça n'a pas besoin d'être cassé, ça a juste besoin de pouvoir être peut-être un peu plus avoir un peu plus de mouvement, un peu plus de déplacement, un peu plus de stratégie, et d'offrir de temps en temps des villain action qui fait en sorte que la créature va pouvoir faire des actions inattendues au courant des premiers rounds de combat. Et je dois avouer que, tu sais, sur papier, je ne suis pas convaincu, dans le sens que je trouve que ça fait très jeu de rôle Final Fantasy, où est-ce que dans le fond, on est rendu à la moitié du combat, puis le monstre fait quelque chose de spécial, ou il devient quelque chose d'autre, puis il crache du feu, puis il faisait pas ça avant, ou même un peu à la limite, je trouve que ça fait Legend of Zelda, où est-ce que Ganon, il change de forme à mesure qu'on le bat à la fin du jeu. Et sur papier, je trouve que ça fait bizarre, je trouve que ça fait un peu jeu vidéo, mais en pratique, si c'est bien amené, c'est amené de manière logique, manière logique et bien expliquée, je pense que ça peut être le fun. Je l'ai essayé un peu à ma manière à certains moments, sans nécessairement respecter au complet les règles de l'Action Rented Monster, et j'avais trouvé ça correct. Pour de vrai, j'aimais bien ça. Utilisez pas ça tout le temps, utilisez ça de manière en parcimonie, là. C'est dans le sens que c'est pas quelque chose qui doit être utilisé à outrance, parce que ça peut devenir très compliqué à gérer, puis au final les combats peuvent être plus longs, peuvent être plus complexes, gardez ça pour des moments clés en quelque sorte, on va dire des combats justement plus importants, pas nécessairement un random encounter qui arrive sur le coin d'une table, là. C'est ce qui en est pour l'action de Rented Monster. Et finalement, dernière partie du vidéo, que ce sera beaucoup plus court. Je me suis rendu compte que ma section sur le Action Rented Monster de Matthew Colville a pris
vraiment beaucoup plus d'ampleur que je le pensais. Nous en sommes quasiment presque à 20 minutes déjà. Et dans le fond, la deuxième partie du vidéo portera sur une technique que j'ai plus vue de la part d'un ami qui m'avait fait faire une petite campagne de haut niveau, un petit one-shot de haut niveau de Donjon Dragon 5e édition, et qu'il avait commencé à utiliser en fait des dés, ce que je vais appeler en fait des dés de compte à rebours au courant de la partie, et j'avais trouvé ça vraiment le fun, et j'avais trouvé ça aussi vraiment dynamique dans une question dans le jeu en soi. Là, on est moins dans les capacités des monstres, plus que dans l'environnement et ce qui entoure les joueurs immédiats. Le but, ça va être en fait le concept des dés de compte à rebours, ça va être de positionner les dés à des endroits sur la map afin de pouvoir débuter un compte à rebours. Ça vous, en plaçant en fait la surface du dé sur un des chiffres et la surface dans le fond qui est présente, la surface qui est visible. Le chiffre représente en fait le nombre de rounds qui restent avant que le compte à rebours soit terminé et qu'il arrive quelque chose au moment où quelque chose à l'endroit même euh, où va se trouver en fait le dé ou dans les alentours du dé. Et c'est pour montrer un peu que l'environnement autour des joueurs évolue, est en action. Ça permet aussi de pouvoir rajouter une stratégie, réagir en conséquence de la part des joueurs, rendre l'environnement dynamique. Ça permet d'agir différemment dans un tour parce que les joueurs peuvent en fait aller sur un des dés et en quelque sorte, ou dans les entours du dé, et faire une action bonus, utiliser leur action bonus pour faire un jeu de compétences afin de comprendre de quoi il s'agit. Et là, ça permet justement d'utiliser des compétences dans un contexte de combat où habituellement on ne la verrait pas. Il y a souvent, ça peut être souvent associé à des dangers de l'environnement, des renforts, un effet naturel, un compte à rebours avant que survienne un événement quelconque. Un exemple que je vais donner, par exemple, c'était dans un combat dans une grotte de glace. J'avais mis un compte à rebours de dés. J'avais un D6 qui était positionné sur la map de combat qui était à 4. Et à chaque tour, le dé descendait. Au premier round, il était à 4. Au deuxième round, il tombait à 3, à 2. Et à 2, un des joueurs a décidé de prendre son action bonus pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en était. Et dans le fond, j'y ai révélé sur la map les endroits où, une fois que le compte à rebours terminé, il y allait avoir des espèces de grands cristaux de glace qui allaient tomber de la grotte à cause du combat et venir s'effondrer sur le sol. J'y avais positionné sur la map à l'endroit où est-ce qu'elle allait apparaître. Donc, ainsi, il a pu réagir en conséquence et dans le fond, s'arranger pour que, par exemple, un monstre se trouve sous la chute d'un de ces cristaux de glace et qu'il en subisse des dommages. Et ça permet comme ça de pouvoir justement de créer un certain effet, comme par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser des sabliers pour pouvoir calculer, pour rajouter une certaine tension aux joueurs, mais j'aime bien l'utilisation des dés lorsque c'est un combat quadrillé, parce que ça montre qu'il se passe des choses à certains endroits, comme par exemple à l'attaque d'un village. J'avais 2 dés, j'avais un dé 6 dans le fond dans une ferme qui était en flammes avec des gens à l'intérieur, puis il y avait un dé 8 qui était positionné sur 7 qui était à l'orée du village. Puis dans le fond, les joueurs ont décidé de prendre leurs actions bonus pour essayer de découvrir c'était quoi. Puis dans le fond, le D8 représentait les renforts ennemis qui arrivaient. Et le D6 représentait le nombre de rounds qui restaient avant que la ferme s'effondre à cause des flammes. Donc c'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué, mais je trouve que combiner ça avec justement le Action Unrated Monster, ça peut peut-être être beaucoup pour certains, mais je pense que ça peut rajouter leurs petits effets. Les dés de compte à rebours, moi j'utilise vraiment beaucoup ça lorsque je le peux. Je trouve que c'est une belle dynamique. Puis tu sais, les joueurs ne perdent pas nécessairement leur tour parce qu'ils prennent leur bonus action pour faire le jeu de compétences, qui va souvent parfois être perception, qui peut être connaissance nature, selon la situation. Mais en même temps, il leur reste aussi leur action pour pouvoir attaquer au besoin. C'est juste que des fois, ils vont devoir faire un petit sacrifice, devoir faire leur jeu de compétences au lieu d'utiliser tel cantrip qui peut se lancer en bonus action ou telle capacité de classe qui peut justement s'utiliser en bonus action, mais ils vont devoir ou ils sont pas obligés, ils sont jamais obligés, mais ils veulent volontairement découvrir ce qui se cache à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il y a un compte à rebours qui se fait, ça rajoute un stress. Les joueurs souvent sont très stressés de pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et pour moi, c'est un petit truc dans les combats que j'aime beaucoup rajouter. Et c'est pas mal, juste ça en fait. Ça conclut, grosso modo, je dirais mon discutant entre les dés numéro 6 qui portait sur 2 trucs de combat, le Action Oriented Monster de Matthew Goldville, puis l'autre truc avec ce que je nomme dans le fond les dés de compte à rebours qui permettent de rajouter une certaine dynamique dans l'environnement. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous conseille encore une fois de liker si vous avez apprécié, de commenter,
de dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos trucs de combat que vous utilisez, de vous abonner à la page, de vous abonner aussi à la chaîne. Et on se dit à une prochaine fois.